Bonjour et bienvenue. On n'attendait plus que vous pour commencer cette interview. Comme vous le savez, je suis Woman on Tour et j'ai l'habitude sur ma chaîne YouTube d'aller à la rencontre de personnes inspirées et inspirantes. Et aujourd'hui ne déroge pas à la règle. Je suis en présence d'un homme que j'ai tenu vraiment à interviewer pour 3 raisons. La première, parce qu'elle a trouvé dans sa vie qui être plutôt que quoi faire. Et ça fait toute la différence et je tiens à ce qu'elle nous explique comment elle a fait. Deuxièmement, elle est vraiment différente, elle pense différemment, elle a réussi à trouver son chemin de vie en dehors des conventions et j'aimerais qu'elle nous en dise plus sur son parcours. Et troisièmement, cette personne qui est à la fois un mari, le père de 2 enfants, il est également conférencier, auteur de plusieurs best-sellers, il a créé 3 programmes pour être précis, de formation en ligne en marketing numérique, en développement personnel, il est également coach auprès des entreprises et des particuliers et une personne comme celle-là a forcément beaucoup de choses à partager et je tiens à ce que cette sagesse ne se perde pas. Je vous présente Martin Latulippe. Bonjour Martin. Allô Marie-France, allô tout le monde, l'audience de Women on Tour, ça va bien? Ça va très très bien, merci Génial. beaucoup de nous accorder ce temps. Merci de m'accueillir. Merci à toi. Est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, pour les personnes qui nous ont rejoints, te présenter avec tes mots, s'il te plaît? Écoute, j'ai bien aimé ce que tu as dit, donc je pense que ça a été un grand détour pour apprendre à être qui je suis. Ça a été quand même un grand détour, mais à la base, je suis un papa, je suis un époux, je suis un conférencier, donc dans la vie de tous les jours, je fais des interventions dans des grandes sociétés pour les aider à booster leur performance, mais en ne n'oubliant pas la notion de sens par rapport à la quête qu'ils ont, peu importe c'est quoi l'industrie. Et je suis coach, je suis formateur et aussi, on fait toutes sortes de programmes digitales où on fait des événements, on a des clients dans 32 pays, un peu partout dans le monde. Ici, on est à Paris, demain on accueille 150 personnes pour un séminaire qui s'appelle « La meilleure année de votre vie ». Donc voilà, dans mes mots, en quelques secondes, c'est ça que je dirais. D'accord. Je sais que j'ai l'air toute petite par rapport à toi. Et je fais par exprès, moi j'arrête pas de faire ça. Mais du coup, c'est vrai que ton parcours peut être intimidant et j'aimerais qu'on revienne à tes débuts. J'aimerais comprendre quel genre de garçon tu étais quand tu étais à l'école, quand tu étais adolescent. Est-ce que tu étais un rebelle? Est-ce que tu étais au contraire un suiveur, un rêveur? J'aimerais comprendre quel genre de garçon tu étais. Ouais, je pense que j'ai été un peu peut-être tout ce que tu as dit ici. Donc j'ai été un rebelle. J'ai été très coloré, perturbé, donc moi, le système scolaire ne m'a pas nécessairement réussi. Donc, moi, j'avais un frère qui était très, très performant au niveau scolaire, au niveau académique, s'est retrouvé au collège militaire, donc s'est retrouvé vraiment dans un début de carrière avec des décorations? Oui, des décorations, des trucs. Et moi, j'étais celui qui avait peine à réussir ses cours avec des troubles de comportement. Donc, mes parents m'ont toujours donné un amour incroyable. C'est simplement que moi, à travers de ma lentille, il y a certains éléments que j'ai perçus que peut-être que j'avais moins de valeur alors que j'étais en train de construire mon identité. Dans un endroit où on construit notre identité, dans un parcours scolaire, je ne pouvais pas arriver à exceller, à me faire dire que j'étais bon, à me faire dire que j'avais des talents. Donc, tout ça, lentement et sûrement, a fait en sorte que j'ai décroché énormément de... Et ça s'est transformé en rébellion, donc beaucoup de frustration. Donc, pour retrouver le chemin, j'étais un suiveur. Parce qu'à un moment donné, j'ai remarqué que ce chemin-là que j'avais pris ne me menait pas vers quelque chose qui allait me mener à l'abondance ou à être heureux. Donc, je me suis mis à observer les gens autour de moi qui excellaient peut-être pas à l'école, mais à l'extérieur du cadre scolaire, des gens qu'on identifiait comme étant des gens qui avaient du leadership, des gens qui avaient de l'influence, des gens qui étaient capables de prendre la parole en public, mais qui avaient découvert leur chemin, leur voie. Et je pense qu'en modélisant ou en étant un suiveur, je pense qu'il n'y a aucun souci des fois de suivre quelqu'un qui a trouvé un chemin que l'on veut peut-être suivre. Et moi, ça m'a aidé beaucoup à l'adolescence pour retrouver le bon chemin. Et c'est là que je me suis mis à lire des livres de développement personnel. Je me suis mis à côtoyer des leaders dans le monde sportif parce que moi, j'étais un ancien hockeyeur. Est-ce que tu te souviens d'un livre en particulier qui a été important pour toi à cette époque? Oui, certainement. J'avais 16 ans. Pour moi, c'était le livre qui s'intitule « Le secret de la réussite des champions ». Je ne sais même plus s'il est en vente encore. Et c'était un livre que mon père m'avait acheté à cette époque-là parce que justement, à travers d'un concours de circonstances, j'étais promis ou j'étais supposé, prédestiné à jouer pour une équipe en particulier de hockey sur glace. Oui, quand on voit la carrure, c'est logique. Et j'ai été retranché de cette équipe-là en grande partie parce que j'étais un leader négatif. Donc, mon père m'a doucement proposé ce livre-là. Mon père et ma mère m'ont doucement proposé ce livre-là. Qu'est-ce que c'est un leader négatif? En gros, tu ne pas dans le groupe? Non, c'est en fait que j'étais celui qui était très cynique.
J'étais celui qui faisait des blagues pour dévaloriser mon entraîneur. J'étais celui qui faisait des blagues pour dévaloriser des coéquipiers qui avaient peut-être des traits physiques qui n'étaient pas nécessairement avantageux. Donc, j'étais quelqu'un de devenu très, on pourrait appeler de l'intimidation, très mesquin, mais j'avais la parole très facile. Par contre, puisque moi, j'étais tellement blessé du système, j'étais tellement blessé de m'être fait dire indirectement « tu n'es pas assez bon, tu es moche à l'école », que moi, je me suis dit « comment je peux me défendre dans tout ça? » Alors, je contre-attaquais avec de l'intimidation, je contre-attaquais avec des propos très blessants des fois pour les gens qui m'entouraient. Donc, même si j'avais un certain talent athlétique, l'entraîneur avait bien perçu que j'étais néfaste pour une dynamique d'équipe. Alors, ils m'ont retranché. Ça a été un coup très dur pour moi. J'avais 16 ans. C'était ma vie. C'était ma vie. Le seul endroit où je pouvais exceller et m'identifier et être moi-même, c'était dans le hockey. Alors, c'est un peu comme si mon monde s'était effondré. Et puisque j'étais hyper vulnérable, et mes parents m'ont donné ce livre-là, je n'étais pas un lecteur à l'époque, pas du tout. C'est la première fois que je lisais un livre de développement personnel. Et puisque le livre avait été rédigé par un monsieur qui était dans l'environnement du hockey sur glace. À cette époque-là, il était entraîneur des gardiens de but du Canadien de Montréal, qui est notre équipe de hockey sur glace au Canada. C'est la plus ancienne, plus de 100 ans. Ils ont remporté plus de 25 Coupes Stanley. Donc alors, je me suis dit, bon, si lui a écrit ça, je vais le lire. Et en fait, j'ai lu ce livre-là et rapido, j'ai compris, la bonne nouvelle, j'ai compris cette journée-là en lisant ce livre-là que j'étais un leader. La mauvaise nouvelle, c'est que j'ai compris que j'étais un leader négatif. Par contre, il montrait le chemin de dire, bon, ben, si tu es un leader négatif ou tu te prépares mal ou tu penses mal, voici comment les gens qui réussissent et qui excellent dans le monde sportif ou dans la vie tous les jours, comment est-ce qu'eux, ils pensent. Et ça a été mes premiers pas, mes balbutiements de dire, OK, peut-être que je devrais être un peu plus positif, peut-être que je devrais mieux traiter les gens autour de moi, peut-être que je devrais comprendre que je ne suis pas les étiquettes que l'école m'a accolées, mais que je peux définir ma propre personnalité et mon propre chemin. Donc ça a été les premiers pas. Donc un peu mes débuts, mon adolescence, c'est un peu à cela que ça ressemblait. J'ai eu la chance de rencontrer des modèles, des mentors incroyables. Et là, tout ça a escaladé. Le hockey a escaladé. Je me suis rendu quand même très loin. Et parallèlement, j'ai toujours développé par contre la passion pour le développement personnel parce que 3 mois après avoir lu ce livre-là, ben, j'étais rappelé par l'équipe, en fait, qui m'avait retranché. Et par la suite, ben, j'ai continué à gravir les échelons dans le monde du hockey. Alors pourquoi ils t'ont rappelé? Parce que tu avais fait un changement ces 3 mois? Oui, c'est sûr, j'avais fait un changement, mais en fait, c'est vraiment rigolo comment c'est arrivé parce que quand tu as 16 ans, souvent, les adolescents vont demander à leurs parents d'appeler l'entraîneur. Alors moi, je me souviens très bien, j'avais été voir mon père, j'ai dit, tu sais, papa, tu sais, j'ai changé, j'ai lu le livre, je fais bien dans l'autre équipe, est-ce que tu appellerais l'entraîneur pour moi? Et je me souviens très bien, mon père a dit, non. Il dit, si tu veux aller jouer dans cette équipe-là, tu vas faire comme un vrai leader, puis tu vas appeler toi-même l'entraîneur. Mais là, tu as 16 ans. Là. C'est comme appeler un président d'entreprise. L'écart est énorme. Et je me souviens encore, j'avais encore la carte d'affaires du directeur général, en fait, et j'en tremblais. C'était fou, là. Et j'appelle, j'avais le souffle coupé, j'avais la bouche sèche, puis là, je réponds, et là, le monsieur, il avait une grosse voix, il disait « Jacques Marcoux! » Jacques Marcoux, je dis « Monsieur Marcoux, Martin Latulippe, j'étais à votre camp d'entraînement, vous m'avez retranché, j'ai appris mes leçons, j'ai fait mon travail. » Et j'ai tout défilé, j'ai vomi pratiquement 2 minutes sans respirer. Et là, j'avais plus d'air. Et la première chose qu'il me dit, il dit « Justement, on était en train de parler de toi, on pense peut-être remplacer un joueur. » Bon, ça m'a appris une grande leçon. 1, tu peux toujours faire un travail sur toi pour te changer. Mais 2, quand tu prends tes responsabilités et t'appelles, tu sais jamais qu'est-ce qui t'attend au bout du fil. Et moi, je m'attendais à un monsieur qui me disait justement, on pense, si j'avais pas appelé, il aurait peut-être pensé à un autre joueur. Je sais pas, le timing était incroyable. Donc, c'est une grande leçon. C'est très intéressant de se remettre dans ce contexte d'autrefois. Du coup, ma seconde question, c'est au sortir de tes études, quelle a été ta décision? Que voulais-tu faire en fait? Ben, je voulais devenir conférencier. Donc, pour moi, ça faisait tellement d'années que je consommais le monde du développement personnel. Il faut savoir que dans le monde du hockey sur glace, eh bien, la chambre de hockey, c'était devenu mon laboratoire. C'était l'endroit où je faisais des conférences devant mes joueurs. Parce que moi, j'étais souvent assistant capitaine ou capitaine de mes équipes. Alors, je motivais les joueurs, j'essayais d'enflammer la chambre. Et puis, c'était un truc que j'aimais. Et là, le lendemain sûrement, les écoles m'ont demandé de peut-être aller parler devant les élèves, d'aller parler aux étudiants pour l'importance des études, l'importance de... Parce que souvent,
quand on joue au hockey, même si c'est dans une petite ville, on est des modèles pour les enfants. D'accord, oui, d'accord. Donc, puisque moi, j'étais capitaine de l'équipe de hockey, par exemple, de la ville, ils disaient, bon, on va faire venir le capitaine parler aux enfants. Mais moi, plutôt que d'aller là avec un message platonique, bien, j'allais là, puis je leur disais, de poursuivre vos rêves, affrontez vos peurs. Donc, et les enseignants me regardaient toujours en disant, mais c'est qui s'ils ne parlent pas comme un joueur de hockey? Là, c'est vraiment comme... Donc, j'ai fait ça. Ça vient d'où, ça? C'est l'inspiration des livres? Je pense que c'est multifactoriel. C'est l'inspiration des livres, c'est la génétique aussi. Je veux dire, mon père, ma mère, c'est des gens qui ont un beau verbe, ce sont des gens qui sont très positifs, c'est des gens qui ont toujours été impliqués dans notre communauté. Mon père a été maire de notre ville, notre village, je devrais dire, de 300 habitants pendant 18 ans. Ils nous ont impliqués dans toutes sortes d'activités lorsqu'on était jeunes, le théâtre, l'église, servir la messe, faire des travaux. Donc, on a toujours fait mille et une choses. Donc, je pense que c'était une accumulation de beaucoup de trucs. Mais aussi, je veux dire, je pense probablement l'élément où ce que je essaie de peut-être d'aller et que je le raconte rarement cette histoire-là, mais à 16 ans, en même temps que j'avais été retranché, il y a une enseignante un jour qui m'a demandé de rester après la classe de cours. Elle disait, j'aimerais ça te parler. Mes résultats scolaires étaient pitoyables, mon attitude était pitoyable, plus rien qui allait bien. Et à la fin du cours, en fait, elle s'appelait Marthe Desjardins, on la salue, secondaire 5. Marthe Desjardins. Ouais, et elle dit, tu sais Martin, en gros, son message c'était, tu sais Martin, c'est pas parce que tu n'as pas le talent pour réussir à l'école que tu n'as pas le talent pour réussir dans la vie. Et cette journée-là, elle a dit, j'ai une feuille ici d'inscription pour un concours d'art oratoire. Ça, c'est organisé par les clubs Rotary à l'époque. Je ne sais pas si vous avez ça en Europe, les clubs Rotary, oui, tout à fait, oui. Les clubs associatifs. Et elle dit, je crois que c'est ça ton don. Elle dit, je crois vraiment que... D'accord. Puis elle dit, si tu veux, moi, je pourrais t'aider. Elle dit, je crois que tu as des bonnes choses à dire. Puis elle dit, si tu fais ça, elle dit, à la fin des cours, je te laisserai la chance de faire rire les gens si tu veux, mais pas pendant le cours. OK. Donc, j'étais tellement dépourvu que je me suis dit, OK, je vais lui donner une chance. Et j'ai pas gagné le concours, mais je suis arrivé deuxième. Mais à 16 ans, faire un cours d'art oratoire pour un joueur de hockey, il faut que tu saches que c'est pas normal. Oui, c'est atypique. C'est exactement, c'est atypique. Ouais. Donc, pour moi, j'ai vu ça un peu comme un message. J'ai vu ça aussi comme... Et là, par la suite, toute l'accumulation des livres de développement personnel qui sont entrés dans ma vie, qui m'aidaient à devenir assistant capitaine. Donc, on parle, j'étais un leader négatif. Et là, maintenant, je suis rendu assistant capitaine. Donc, pour moi, tout ça, c'était 1 + 1 = 2. Le plus que tu investis dans toi, le plus que tu as un retour sur investissement. Alors, pour moi, l'équation était simple. Et c'est sûr que je trouvais goût à aller parler dans les écoles. Donc, lentement et sûrement, cette passion-là, cette compétence-là se développait. Mais à la sortie de mes études, à la fin de mon stage universitaire, pour moi, c'était le temps de me choisir une carrière. Donc, ma carrière de hockey était terminée. Alors, pour moi, c'était très, très, très clair que la seule chose que je veux faire de toute ma vie, ce serait de faire des conférences. Sauf que je ne savais pas comment, je ne savais pas par où commencer, comment m'y prendre. Et heureusement, j'avais déjà 2 mentors dans ma vie que je côtoyais depuis maintenant 1 an et demi. Et j'ai osé leur partager mon rêve, leur dire, écoutez, je termine mes études dans quelques mois, je voudrais devenir conférencier. Avez-vous des idées, avez-vous des trucs, comment on pourrait faire ça? Et ça a été le début d'une grande aventure parce qu'ils ont accepté de m'aider, ils ont accepté de me mentorer, d'être des hommes exceptionnels pour moi. Et rapidement, ça a fait en sorte que j'ai pu m'établir comme conférencier. Donc, je commençais à faire des conférences devant des enfants. Je fais des tournées de conférences partout au Québec, au Canada. Tu as commencé très jeune, tu avais quel âge? 24 ans, oui. Ah, oui, Dès ma sortie de mon stage universitaire. Au Canada, on termine un peu les études universitaires un peu plus tard. Donc, à 24 ans, sans un sou en poche, sans crédibilité, sans aucune expérience là-dedans, mais très bien accompagné par des mentors. Oui, c'est ce que j'allais dire. Tu avais quand même dans ta vie des personnes qui avaient déjà décelé chez toi un don, qui t'avaient mis sur les rails quelque part. Tu avais déjà des mentors. Oui, bien le don, il ne faut pas exagérer le don aussi. Marthe a dit ça, mais c'était très, très, très malhabile. Je me souviens de mes premières conférences, mon mentor Michel était venu voir une de mes premières, puis il me regardait en voulant dire, on va essayer, mais je peux rien te promettre. C'était vraiment pas nécessairement... donc, mais c'est à force d'en faire. C'est à force d'en faire que tu finis par améliorer ton éloquence, ta façon de captiver l'audience. Et rapidement, ça s'est transformé dans des sociétés. Donc maintenant, je fais 3-4 ans après que j'ai commencé à faire avec des enfants. Mais là, on m'a demandé pour des adultes.
des dirigeants d'entreprise, des grandes sociétés qui représentent les plus grandes marques au monde. Et tout ça a escaladé 16 ans plus tard. Je me promène un peu partout sur la planète à faire ce truc-là. Là. C'est un peu surréel. Justement, aujourd'hui, je sais que tu as une mission dans ta vie qui est de rassembler autour de toi un maximum de personnes autour de ce désir de faire de ce monde un monde positif et un monde meilleur. Est-ce que cette mission, elle était claire à ta vingtaine d'années, 24 ans, ou est-ce qu'elle s'est construite avec l'expérience et la maturité? Elle s'est construite. Il n'y avait rien de clair. D'accord. Même encore aujourd'hui, ma mission d'aujourd'hui peut peut-être évoluer dans 5 ans, ça va être autre chose. Moi, je crois qu'il y a trop de gens qui cherchent une mission claire et ils s'empêchent de faire leur premier pas parce qu'ils disent « je ne sais pas vraiment ce que je veux faire, je ne suis pas certain, c'est pas parfait, j'attends la bonne idée, j'attends le bon timing ». Tout ça, pour moi, c'est un peu des façades où est-ce qu'on se cache derrière une peur énorme. Moi, je crois vraiment qu'on construit notre mission vraiment en se lançant un peu dans l'inconnu, mais surtout sur un truc qui nous fait vibrer. Moi, je fonctionne énormément à la vibration. Ça me faisait vibrer. C'était le seul truc que je voulais faire dans ce moment-là. Mais si tu m'avais dit, Marie-France, en 2001, Martin, tu sais, tu te lances là, maintenant, ta mission, c'est de faire vibrer les gens et qu'ils soient plus positifs. En 2016, là, tu vas faire des séminaires partout sur la planète, on va t'embaucher dans les plus grandes sociétés. Je t'aurais dit, non, c'est impossible. Je pense qu'au fil qu'on est dans l'action, on peut peaufiner, modifier, ajuster sa mission, comprendre sa mission aussi. Parce qu'au début, quand on est habité par quelque chose qui nous fait vibrer, qui nous passionne, c'est très brouillon. Tu sais, on en parle, on est passionné, mais c'est très brouillon. On n'a pas nécessairement la clarté de c'est quoi notre intention, c'est quoi notre objectif, les bénéfices que les gens pourront retrouver peut-être dans cette mission-là. Donc, c'était pas du tout clair. Je crois que ça s'est construit avec le temps. Du coup, j'avais une autre question auquel tu as partiellement répondu, qui est: est-ce que tu savais que tu allais réussir? Est-ce que tu avais une conviction? Aucunement. C'était une conviction naïve. C'est une conviction naïve dans le sens que tant qu'à tenter ta chance, pour moi, tu es aussi bien d'y aller et dire ça va fonctionner. Je vais réussir. Mais lorsque les lumières se ferment et que le soir, tu penses à ton projet, tu es dans le doute constamment. En tout cas, dans mon cas, j'étais souvent dans le doute. J'étais souvent dans la remise en question. Mais c'est un peu comme la pleine conscience. On va utiliser l'expression « il faut se ramener ». Tu sais, si tu es dans le passé, si tu es dans le futur, il faut que tu puisses te ramener au présent. Je pense que si ta psychologie, c'est que ça ne va pas fonctionner, tu es dans le doute, tu es dans la peur et tu ne le ramènes pas, non, c'est possible. Je vais continuer à faire des actions, je vais continuer à investir en moi, je vais continuer à m'améliorer. Mais à un moment donné, le temps peut aussi jouer en ta faveur. Donc, non, il y avait, tu sais, c'était une certitude, j'appelle certitude naïve, parce que c'était, même si je savais que c'était pas parfait, même si je savais que plusieurs de mes conférences étaient malhabiles et que les gens se disaient « il réussira jamais », moi, je continuais. Je me disais, à force d'en faire, c'est une question mathématique, fortes sont les chances. En tout cas, je vais au moins mettre les chances de mon côté. Et si jamais mon rêve ne fonctionne pas, je vais au moins quitter mon rêve en m'étant dit que j'ai tout essayé. Tout essayé. Et ça, c'était certainement une conviction que j'avais par contre. J'ai tout essayé. Alors, c'est vrai que dans la communauté Women on Tour, on parle beaucoup de voyages. Et je sais que tu en as fait dans ta vie. Oui. Et pas non plus un des moindres, tu es allé en Inde. La Mecque plus ultra, oui, en 2004. Oui. En 2004, très bien. Tu es parti dans quel contexte? Pourquoi? Comment ça s'est fait? Est-ce que tu étais tout seul? Oui, j'étais avec mon mentor, Michel Desjardins, et je ne savais pas pourquoi qu'on partait. En fait, il y a un adage qui dit qu'il faut que tu ailles en Inde pour comprendre pourquoi tu y vas. Mais la prémisse de base, c'était que dans beaucoup de livres de développement personnel, on va parler de l'Inde, où il y aura des analogies qui utiliseront l'Inde. Avec l'hindouisme. L'hindouisme, exactement. Ou la philosophie orientale, tout au moins. Oui, exactement. Donc, nous, c'était dans un souper bien arrosé. Puis mon mentor, qui lui avait voyagé énormément parce qu'il était président à l'époque de Jeunesse Canada Monde, qui permettent à des jeunes de voyager partout à l'étranger. Donc lui a fait beaucoup de voyages, mais il n'avait jamais fait l'Inde. Et pour un voyageur, de ne pas avoir fait l'Inde, c'est comme, il manque un peu cette fierté-là. Alors il dit, je devrais aller en Inde. Et sa femme, qui était pompette un peu, elle avait vraiment bu beaucoup de vin ce soir-là, elle dit, vas-y avec Martin si tu veux. Lui, il dit, vraiment, tu me laisserais partir? Elle dit, oui. Il dit, tu peux pas aller en Inde une semaine. Elle dit, pars si tu veux, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, pars. 3-4 jours plus tard, il y avait les billets de réservés, il m'appelait, on avait identifié la date et on a décidé d'aller faire la route du Rajasthan. Donc, on a atterri à Delhi, on a fait toute la vieille Inde et par la suite, à partir de Jaisalmer, qui est complètement dans le nord-ouest, on a volé à l'est
jusqu'à Varanasi. On a passé un mois en Inde, qui était un voyage simplement fantastique, là, de beaucoup de leçons qui sont sorties de ce voyage-là. Alors justement, en parlant de leçons, est-ce que tu aurais des moments forts à nous partager durant lesquels tu as peut-être développé tes valeurs ou des prises de conscience? Oui, il y en a plusieurs. Premièrement, l'arrivée en Inde est une expérience, parce qu'on t'informe que c'est chaotique, on t'informe que c'est le désordre total, social, une masse dont tu n'as jamais expérimenté de gens, mais en fait, tu ne peux pas te préparer à ça. Parce que quand tu arrives à ta sortie de l'aéroport à Delhi, là, tu vois les rickshaws, le son, l'odeur, moi j'appelle c'est une attaque à tes 5 sens. Tes 5 sens sont en train d'expérimenter en une fraction de seconde des trucs qu'ils n'ont jamais vécu de leur vie. Ça, c'est quelque chose de spécial. Alors, à ce moment-là, moi j'avais, je sais pas, moins 12 ans, j'avais fin vingtaine et 29 ans. Et à 29 ans, tes 5 sens, il y a des trucs qu'ils n'ont jamais expérimenté de leur vie. Ton visuel, tu n'as jamais vu des milliers d'Indiens dans une toute petite espace là, qui sont en train de... Avec les vaches qui se promènent, l'odeur, les vélos, puis il n'y a pas de lumière de circulation, tout le monde... C'est fou, là. Et tout de suite, tu comprends que c'est tellement un chaos externe que pour en faire du sens, tu n'as pas le choix de te replier à l'interne. Ça, c'est probablement la première leçon que j'ai compris. Très souvent, dans notre vie, on a un chaos externe et on va être tenté de blâmer l'extérieur pour cette situation chaotique-là, dans notre vie personnelle, professionnelle, quoi que ce soit. Mais pourtant, le meilleur endroit pour retrouver un calme et rebâtir sur des fondations solides, souvent, c'est de revenir un peu à soi, c'est de revenir un peu à l'interne. C'est pas égocentrique, c'est pas se refermer, c'est d'accueillir, voir et de donner un sens à ce chaos-là, de donner un sens à ce désordre-là. Et pour moi, de visiter rapidement un endroit de plénitude et de calme, ça a été quelque chose pour moi qui a été très, très bénéfique parce que sinon, c'est connu, il y a des gens qui arrivent en Inde, ils demeurent dans leur chambre d'hôtel pendant des journées parce qu'ils sont en choc culturel. Donc ça, c'était vraiment une grande leçon. Encore aujourd'hui, lorsque je me retrouve dans une situation chaotique, je me dis, est-ce que tu as pris le temps de faire un sens de tout ce chaos-là et peut-être venir te déposer à l'intérieur de toi? Une autre leçon, quelques jours après être arrivé en Inde, sur la notion de l'intention. Donc en Inde, tu sais, la salutation, c'est Namasté. Donc après 4-5 jours, évidemment, qu'est-ce que le bon touriste va faire? C'est qu'il va se mettre à saluer à la sauce indienne. C'est tout à fait normal et on est très content qu'on rencontre tout le monde, on va comme Namasté, Namasté. Et à un certain moment donné, on était dans un chai place, on était en train de prendre un thé. Et tous les gens qui rentraient, moi je leur disais Namasté, hey, Namasté. Et là, à un moment donné, il y a un Indien qui m'interpelle, puis il dit en indien, là, tu sais, en anglais cassé, il dit I see that you learn how to salute in Indian. Tu sais, j'ai vu que tu as salué, je t'ai appris à saluer comme la façon indienne. Moi, je le regarde, puis je dis Yes, Namasté. Puis là, il me regarde et il dit Now, do it like you mean it. Il dit, maintenant, fais-le comme si tu voulais vraiment le faire. Puis là, il me regarde, puis il fait « Namasté ». Et il garde un regard très profond sur moi. Et là, il me dit, sais-tu qu'est-ce que ça veut dire, Namasté? Moi, j'étais comme « Hi ». Il dit non. Il ne veut pas dire « salut ». Il veut dire « je salue qui tu es à l'intérieur et en retour, je te demanderai de saluer qui je suis à l'intérieur. » Et si les deux, on fait ça, on se retrouve au même endroit, nous ne sommes qu'un. Namasté. Il a dit, fais-le avec intention. Puis là, j'étais comme. Et pour moi, à cette époque-là, il y a beaucoup de choses dans ma vie que je faisais parce que c'était ça qu'il fallait qu'il soit fait. Pas en conscience, en fait. Pas en conscience, exactement. J'étais un peu éparpillé, j'étais encore brouillon énormément. Donc, de cette petite anecdote-là dans un café, j'en ai retenu que peut-être que je pourrais mettre un peu plus d'intention dans ma vie. Et ça, c'était vraiment, vraiment énorme. Est-ce que tu en veux une dernière? Est-ce qu'on a le temps? De questions? Une dernière leçon? Ah oui, oui. OK, parfait. Oui. La dernière leçon qu'on m'a léguée en Inde, il y en a plein d'autres, mais pour moi, la plus importante, un matin, on était avec notre livre de voyage en train de planifier les prochaines journées. Donc, un Lonely Planet, quel restaurant, quel truc qu'on veut faire à tel endroit. On était à Pushkar, une ville fantastique.
1200 temples blancs autour d'un lac. C'est incroyable. Et on était vraiment focalisés à planifier, à structurer, à organiser, à prévoir. Et il y a un monsieur un sadhu qui est en train de méditer à côté de nous. Et il sort de sa transe à un moment donné, puis il dit, excusez-moi, il dit, est-ce que je peux vous poser une question? Et je dis oui. Et là, il me dit, est-ce que tu peux attraper le vent? Il est 10 heures le matin, là, OK? Il dit, est-ce que tu peux attraper le vent? Moi, je regarde Michel en me moquant un peu. Je me dis, non, je ne crois pas qu'on peut attraper le vent. Non. Et là, il me dit, oh. Il dit, la seule chose que tu peux faire face au vent, il dit, c'est le ressentir et l'écouter. Il dit, l'Inde, c'est un peu la même chose. Il dit, est-ce que tu es en train d'essayer d'attraper l'Inde comme on attraperait le vent? Parce qu'il dit, l'Inde, tout ce que tu peux faire avec, c'est l'écouter et la ressentir. Il dit, close your book, ferme ton livre. Il dit, va voyager. Et ça, c'était peut-être après une semaine et demie. Et on a pris le livre, puis on s'est dit, on sait où on s'en va. On a un billet d'avion à Jaisalmer, pourvu qu'on soit à Jaisalmer. Mais pour le reste, on n'a plus d'agenda le jour. On s'est levé le matin, on arrête à ce café-là. Au flair, un peu à l'intuition. On pouvait passer 5 heures dans un café. On pouvait aller par la suite sortir, aller manger. Ah, ouais, venez, on va faire un tour de chameau. Mais il n'y avait rien qui était planifié. Oui. Le voyage a commencé la journée où on a arrêté d'attraper l'Inde et qu'on a décidé de l'expérimenter, la ressentir et l'écouter. Moi, à cette époque-là, à 29 ans, j'essayais beaucoup d'attraper le succès. À la place de juste être un peu plus à l'écoute de qui j'étais, essayer d'arrêter de forcer un peu les choses et plus être dans l'expérimentation, dans l'intuition. Donc, cette image-là d'attraper le vent, à vouloir attraper l'Inde, alors que quand on fait face à la force du vent, tout ce qu'on peut faire, c'est être à l'écoute et le ressentir, être vraiment dans le moment présent. Donc, c'est ça qui est trippant avec des voyages. Tu ne sais jamais quand tu vas en retirer une leçon, tu ne sais jamais quand tu vas rencontrer un étranger qui va te livrer une leçon, qui va te faire réfléchir. Mais évidemment, il faut que tu sois ouvert à ça. Certaines personnes auraient pu vivre les mêmes trucs que j'ai vécu avec le namasté ou avec arrêter d'attraper le vent, et eux, ça aurait juste été « Ouais, il y a un gars, un café qui nous a dit ça. » Mais moi, à cause de qui je suis, j'aime de voir les conversations que j'ai avec une personne. Est-ce que j'ai appris quelque chose là-dedans? Est-ce qu'il y a un message pour moi là-dedans? Est-ce qu'il y a une synchronicité? Non. D'ailleurs, dis-moi si je me trompe, c'est durant ce voyage que tu as été inspiré pour le livre « Éveiller l'invisible pour réaliser l'impossible ». Oui, dans un poème exactement, à l'effet de Namasté, en fait, exactement. On est rentré dans un thé et il y avait ce grand poème-là qui rappelait c'était quoi la signification de Namasté, alors que moi, je l'avais entendu il y a quelques jours avant avec le monsieur qui m'avait dit de dire les choses avec intention. Et ça a été le début de me dire, parce qu'en fait, éveiller l'invisible pour réaliser l'impossible, ben, c'est un cumul de plusieurs petites histoires, plusieurs petites réflexions. Et moi, je me suis dit, mais je suis ici en train de vivre plusieurs petites histoires. Ça peut aussi être l'objet d'un livre, parce que chacune des petites histoires m'a fait réfléchir, chacune des petites histoires m'a porté à réflexion. Donc, je me suis dit, on va faire un bouquin avec ça. Et ce bouquin, je vous le recommande, il est très très bien, comme tu dis, c'est des petites histoires et qui sont très inspirantes. Alors, j'ai une autre question qui est grande question que j'aime beaucoup poser. Comment on fait de sa vie un voyage au quotidien si on ne veut pas ou qu'on ne peut pas voyager? C'est une très bonne question. Je pense en fait qu'on n'a pas besoin de voyager pour faire de sa vie un voyage, et ça, c'est une conviction qu'on doit avoir. Parce que si on est chez soi, on se dit, moi, j'aimerais bien voyager, mais je ne peux pas voyager. Je n'ai pas les moyens, je n'ai pas ci, je n'ai pas ça. Ta vie ne sera jamais un voyage. Parce que ton mindset, ta psychologie, déjà, elle est fermée à la notion de voyage. Moi, je peux être dans mon propre village, dans ma propre ville. Je crois que d'avoir une attitude de voyage, ça veut dire quoi? Ouverture. Ça veut dire curiosité. Ça veut dire s'intéresser aux autres. Ça veut dire continuer à s'émerveiller. Parce que quand on va en voyage, qu'est-ce qu'on fait? On s'émerveille. Nouvelle architecture, nouvelle culture, nouvelle odeur. Mais d'avoir la capacité de s'émerveiller encore dans son propre quotidien, je trouve que c'est une attitude de voyageur. Être curieux, être ouvert, aller vers les gens. On n'a pas besoin de voyager. Je pense que si, par contre, on prend ces qualités-là de bons voyageurs et qu'on les implique
eh bien, dans son quotidien, là, on peut faire de sa vie un voyage. Et moi, j'adore cette analogie-là du voyage de Christophe Colomb. Je l'utilise souvent, je l'ai souvent dit en entrevue, mais pour moi, elle est véridique. C'est-à-dire, gars, fais de ta vie un voyage. Même s'il n'y a pas de destination, juste pars à la destination. Tu sais, Christophe Colomb, son premier voyage, voulait se rendre en Inde. Il ne s'est pas rendu en Inde à son premier voyage. Il a finalement dévié jusqu'en Amérique du Nord. C'est comme ça qu'il a découvert l'Amérique du Nord. Bon, moi, je pense que si on vit avec une attitude de voyageur, même si on ne peut pas avoir les finances pour voyager, ça va nous amener à une découverte incroyable. Lui a découvert l'Amérique. Alors, si dans ton quotidien, tu t'émerveilles, tu es curieux, tu es ouvert aux gens, il y a tellement de gens qui ne peuvent pas voyager, mais dans leur quotidien, sont comme ça. Ils parlent à personne, s'intéressent à personne, sont pas curieux, s'émerveillent de rien. Ils ont tout vu. Ils ont « ouais, j'ai vu le truc ». Ils sont blasés. C'est exactement, ils vont avoir une vie blasée. Donc, pour moi, je pense que la notion de ne pas avoir la chance de le faire, c'est une chose, mais d'avoir la psychologie d'un voyageur, c'est quelque chose qu'on peut tout à fait avoir. Et même si on n'a pas les moyens, maintenant, aujourd'hui, tu serais la meilleure pour nous dire ça, il y a moyen de planifier, d'organiser. Peut-être que tu ne peux pas voyager cette année, mais tu peux peut-être te fixer un objectif de dire dans 3 ans, dans 4 ans, dans 5 ans, avec des économies, avec des... On peut maintenant... dans le temps, il y avait les auberges jeunesse. Maintenant, il y a des concepts encore plus poussés pour avoir des hôtels vraiment pas dispendieuses. C'est vraiment incroyable maintenant. Plus que jamais, on peut orchestrer un voyage. Si tel est ton rêve, tu peux aller faire du voyage à l'étranger pour une cause humanitaire. Il y a des trucs de fou qui peuvent être faits. Mais encore une fois, si ta psychologie est bloquée, que tu dis que c'est pas pour toi et que tu peux pas le faire, ça devient un peu difficile de voyager. D'ailleurs, il y a un concept de la philosophie Baha'i qui dit « le monde est mon pays ». C'est un petit peu ça. Ouais. Aujourd'hui, le monde devient un seul et même pays dans lequel on peut vraiment voyager avec facilité. C'est vraiment bon. Ouais. Je rebondis parce que tu as un discours très spirituel. Ma question, c'est est-ce que tu es quelqu'un de croyant dans la vie? Et si oui, en quoi crois-tu? Oui. Je ne peux pas nécessairement dire en quoi je crois. Je suis spirituel, ça c'est sûr. Moi, je dirais que je crois en la nature. Je crois à une force plus grande que nous-mêmes. Par contre, d'être capable de te la nommer, d'être capable de lui donner un visage, pour moi, de ma perception, de ma propre lentille, je crois que c'est la journée où on a identifié une force supérieure avec un nom, avec une étiquette, et on regarde tous les guerres que ça a créées, tous les conflits que ça a créés, de dire que c'est mon Dieu, c'est ton Dieu, c'est ce Dieu. Donc, pour moi, j'aime mieux le laisser sans étiquette. Mais par contre, de croire que tout ce qui nous entoure, cette puissance-là, l'univers, l'être humain, c'est sûr qu'il y a une force incroyable qui est peut-être derrière cela. Alors pour moi, ça va être plus de me reposer au quotidien, de faire des réflexions. Donc je vais me trouver beaucoup ma spiritualité dans la méditation, dans mes prières de gratitude, dans ma lecture de certaines synchronicités. Donc, je vais souvent parler aussi aux gens qui nous ont quittés, qui m'étaient précieux, que ce soit mon meilleur ami, Patrick, ou d'autres personnes avec qui j'étais très, très proche. Je vais leur demander de l'aide. Donc, là, il y a toute la notion des anges. Mais tu sais, pour moi, c'est ma mécanique qui me fait du bien. Je pense que ce qui est important dans une quête spirituelle, c'est de faire des trucs qui te font du bien, qui te libèrent, qui te réconfortent parfois quand c'est difficile ou qui te donnent la foi. Peu importe l'étiquette. Donc, pour moi, c'est un peu comme ça que cette mécanique-là vient se retrouver là, dans mon quotidien. Et est-ce que tu crois que tout ce temps qu'on est, on peut tous avoir notre mission de vie, ou est-ce que c'est seulement, du coup, le privilège des audacieux? Non. Moi, je pense qu'on peut tous avoir une mission de vie. Par contre, il faut faire attention avec la définition de mission de vie. Moi, je pense qu'une mission de vie se retrouve énormément dans le comment tu fais les choses. Tu sais, parce que, soyons honnêtes, il y a des personnes qui n'ont peut-être pas un emploi qu'ils aiment. Okay? Ils se retrouvent dans un emploi difficile. Pour toutes sortes de circonstances, que ce soit la veuve, la femme monoparentale, il y a des circonstances qui sont réelles dans la vie, il faut être lucide, qui sont très, très difficiles des fois. Par contre, si tu te retrouves dans une situation X, moi, je pense que la notion de mission est vraiment importante dans le sens que maintenant, par exemple, je dois servir des tables dans un restaurant. J'ai le choix d'être blasé, négatif à tous les jours, m'apitoyer sur mon sort, être une victime ou dire ma mission, en fait, c'est quoi comme serveuse? C'est probablement de faire sourire les gens, d'offrir le meilleur service possible sur Terre. Donc, la strict minimum, je vais saluer les gens, je vais les remercier, je vais leur demander qu'est-ce que je peux faire pour les rendre heureux. De transformer
le moment ou l'instant de ta vie dans lequel tu te retrouves en mission, je pense qu'elle est là, la magie. Parce que les gens disent, oui, mais moi, je rêvais de faire tel truc, ou toi, c'est facile, tu peux faire telle chose. Non. Moi, j'ai eu des moments difficiles en 2007-2008. J'ai dû faire un retrait de ma carrière de conférencier et d'auteur, aller travailler sur un terrain de golf. Il n'y avait rien de spectaculaire, il n'y avait rien de reluisant, il n'y avait rien de jet-set dans cette notion-là. La vie et les choix que j'avais faits m'avaient amené dans un recul énorme qui était humiliant. J'avais l'ego fracturé en 1000 morceaux. Sauf que j'avais le choix d'aller là, la tête basse, ou de me dire, je vais devenir le meilleur laveur de voiturettes de golf, je vais ouvrir la porte, je vais dire aux gens, qu'est-ce que je peux faire pour vous aider? Oui, monsieur, votre forfait est prêt. Et des gens, des fois, qui me criaient après. Et je dis, oui, monsieur, parfait, excellent, on s'en occupe. Je pense que d'avoir transformé mon moment en mission, c'est ce que je dois faire présentement. Vous êtes où est-ce que vous êtes présentement? Parce que c'est ce que la vie vous a envoyé ou certaines décisions ou choix que vous avez faits vous ont amené là. C'est les cartes qu'on vous a données. C'est soit vous prenez les cartes, vous les jetez à la poubelle, vous dites, on m'a donné cette main-là, je vais me battre avec cette main-là, puis je vais vivre ce moment-là de ma vie comme si c'était une mission. Donc, c'est pour ça que je ne pense pas que c'est réservé qu'à des privilégiés. Je pense que les gens qui croient que c'est comme, oui, mais toi, tu es sur une mission, Mère Teresa, Nelson Mandela, Martin Luther King. C'est vrai qu'on pense à ça quand on parle de mission. Oui, exactement. Donc, c'est pour ça que la définition de la mission, moi, m'a fait un peu peur. Moi, je me dis, non, n'importe quel corps de métier. J'ai rencontré des gens dans ma vie qui étaient sur une mission, dans des métiers extrêmement dévalorisants. Que ce soit des gens qui lavaient des toilettes dans des aéroports, qui sifflaient en même temps qu'ils lavaient, puis tu rentrais et tu disais « Bonjour, comment ça va? Bienvenue dans mon bureau! » La toilette, c'est son bureau. Donc, tu comprends la notion. Non, mais c'est vrai. Et si, d'après moi, la personne qui fait son boulot dans un sens de mission, ça veut dire, c'est quoi pour moi être sur une mission? Être au service. Est-ce que tu es au service au quotidien? Et je pense que chaque être humain, peu importe ton corps de métier, tu peux être au service. Au service de la personne qui est devant toi, au service de l'emploi qu'on te demande de faire, au service d'une cause plus grande que ta propre personne, de dire aujourd'hui, je vais rendre des gens heureux, aujourd'hui, je vais faire sourire des gens. T'sais, donc, je pense qu'il faut peut-être réajuster la notion de mission et de comprendre qu'on a toute l'opportunité de vivre avec un état d'esprit de mission au quotidien, selon moi, dans le plus petit des gestes, très souvent. Quand je t'entends, j'ai envie de transformer le mot mission de vie en vision de vie, puisqu'en fait, c'est qu'est-ce que l'on veut, qu'est-ce que l'on voit pour sa vie, qu'est-ce que l'on veut être. Tu utilises beaucoup le verbe être, d'ailleurs, qui l'on veut être, et j'aime beaucoup ça. Du coup, tu parles de service aux autres. Est-ce que selon toi, c'est incompatible de vouloir de l'abondance dans sa vie? Souvent, quand on dit abondance, c'est du succès, notamment matériel, et l'altruisme et vouloir servir les autres. Est-ce que c'est compatible ou pas? Absolument, c'est compatible, tellement compatible. Je veux dire, ça, c'est tellement une vieille psychologie judéo-chrétienne qui ne visait qu'à nous faire sentir coupables pour être heureux, alors que tu regardes les clergés sont des gens qui vivaient dans des infrastructures qui étaient en or. Il y avait de l'or sur leurs propres vêtements. C'était un truc, c'était une époque de mensonges, des décennies de mensonges. Donc, quand je parlais tantôt de l'étiquette, toute cette notion-là, il y avait tellement de trucs qui... C'était fou, là. C'était incroyable. Alors maintenant, nous, on n'aurait pas le droit à l'abondance. Moi, je connais plein de gens qui n'ont aucun argent et ils sont aucunement dans le service et ils sont aucunement dans le don de soi. Et ils vont dire, oui, mais j'ai pas d'argent, donc je peux pas être généreux, je peux pas être altruiste. Mais non, l'altruisme, c'est dans le regard. L'altruisme, c'est dans les mots qu'on utilise. L'altruisme, c'est dans l'écoute. Est-ce que tu as de l'altruisme dans ton écoute? Est-ce que tu es dans l'empathie? Est-ce que tu es dans la compassion? Tout ça, pour moi, on n'a pas besoin du tout d'être riche ou pas. Et si tu as une mission qui va t'amener à avoir des gains financiers, de la reconnaissance, du succès, c'est simplement un bonus. L'erreur, c'est que les gens pensent qu'ils vont poursuivre le succès pour avoir de la reconnaissance, pour avoir du bonheur, et ainsi de suite. Non. Poursuis qu'est-ce que tu as à poursuivre. Si ça vient avec de l'abondance, tant mieux. C'est qu'est-ce que tu fais avec ton argent. Tu sais, je veux dire, moi, j'ai pu participer à des causes où on a ramassé des millions de dollars pour les personnes qui étaient atteintes du cancer. Et pour moi, ça n'a absolument rien à voir avec compatible ou incompatible. Je pense que les gens, souvent, c'est une phrase qu'ils vont continuer à utiliser pour justifier pourquoi ils ne vont pas à la poursuite de leur projet qui, eux, peut-être pourraient leur amener un peu plus d'argent, un peu plus de succès, un peu plus de reconnaissance. Ça les aide à justifier pourquoi ils sont immobiles en utilisant cette vieille justification-là. Donc,
Et pour les personnes qui potentiellement voudraient faire du bien autour d'elles, mais qui en contrepartie ne réussissent pas à se sécuriser dans la vie, est-ce que c'est compatible de vouloir aider tout en voulant aussi qu'on reçoive des choses? Ben oui, absolument, absolument. Je veux dire, c'est pour moi, selon moi, le plus que l'on donne sans rien attendre en retour, le plus que la vie nous va nous ramener énormément d'abondance. Par contre, il faut le faire sans attendre rien en retour. Pour moi, en tout cas, je ne sais pas si c'est mes cheveux, mes yeux, mais pour moi, ça a fonctionné. Dans le sens que... C'est les cheveux. Je suis toujours en train de me poser la question, comment je peux amener davantage de valeur? Ça, c'est une question. Si les gens veulent vivre davantage d'abondance, comment je peux amener davantage de valeur? Là, je ne fais pas de référence à la valeur monétaire. Est-ce que je peux apporter plus de mon enthousiasme aujourd'hui? Est-ce que je peux être plus passionné? Est-ce que je peux dire plus merci? Est-ce que je peux plus exprimer ma reconnaissance? Et là, par la suite, si tu as des moyens financiers, est-ce que je peux contribuer à une cause caritative qui m'intéresse? Donc, pour moi, absolument, de vouloir avoir des résultats financiers, de vouloir avoir la richesse, tout en contribuant à un monde meilleur, absolument compatible. Par contre, ce n'est pas le discours populaire. Certain. Ouais. Revenons un petit peu à ton métier, aujourd'hui ta profession. Donc, tu es coach et fondateur de plusieurs académies en ligne. La question que j'ai envie de te poser aujourd'hui, ce n'est pas un piège, c'est tout simplement qu'est-ce qui est un défi aujourd'hui dans ta vie en lien avec ce que tu enseignes? Est-ce que tu peux mettre en pratique ce que tu enseignes? Est-ce qu'il y a encore des choses qui représentent des défis pour toi au jour le jour? Moi, je te dirais mon plus grand défi au quotidien, c'est de ne pas oublier d'où je viens. Dans le sens, ce que je veux dire par rapport à ça, c'est que faire le métier que je fais, c'est très enivrant. Tu sais, sans exagérer, à toutes les semaines, parfois même à tous les jours, tu as des gens qui t'envoient des courriels sur l'influence que tu as eue dans leur vie, comment tu as changé leur vie, comment ils t'aiment. Les gens sont extrêmement généreux. Il y a eu une autre époque de ma vie où ce que j'aurais pu facilement me perdre et croire que j'étais tous ces commentaires-là. En réalité, c'est pas vrai. C'est juste que je suis tellement passionné de mon domaine, c'est ce que je fais. Mais c'est pas nécessairement qui je suis. À la maison, j'ai des défauts. Ma femme est insatisfaite de moi parfois. Mes enfants ne trouvent pas que je suis un père cool parfois. Ça, c'est qui je suis. Je suis comme tout le monde à tous les jours. Mais quand on va parler des fois du vedettariat, des gens qui ont changé ou ils oublient d'où ils sont venus et ils oublient peut-être que toute cette notion-là de star system, enivrant, des commentaires positifs, c'est juste plaisant. Mais en même temps, ne t'attache pas à ça. Là. Juste dis merci et oublie pas que qui que tu es, c'est quelqu'un avec tes insécurités, tes peurs, tes doutes, que parfois tu promets des choses à tes enfants puis que tu le fais pas, puis ils sont déçus. Même chose pour ta femme. Ça, c'est beaucoup plus qui je suis. Donc, je suis un être humain comme tout le monde. Mais tu peux facilement croire que tu es l'autre version. Et ça, c'est une version faussée parce qu'ils ne voient que la bonne version de toi. Tu sais, ils ne voient que les bonnes vidéos, les trucs comme ça. Donc, pour moi, mon défi, c'est toujours de rester terre à terre le plus souvent possible, de dire « Hey, j'ai un privilège de faire ce métier-là. N'oublie pas qui tu es. » Qu'est-ce qu'ils pensent, tes enfants, aujourd'hui ta renommée, on peut dire ça? Ouais, je crois qu'ils ne savent même pas ce que ça veut dire renommée. Donc, tu sais, pour eux, ils savent qu'il y a bien des gens qui veulent prendre des photos avec moi parce que quand ils... En juillet, ils t'ont vu devant 700 personnes avec des flashs crépitants sur toi. Ils réagissent c'est surréel. Comment? Ben, c'est surréel, c'est ça que je te dis. Donc, ma petite fille se tourne vers mon épouse et elle dit « Maman, je ne savais pas que papa c'était un comédien. » Parce qu'à la maison, je suis pas drôle du tout. Dans les yeux de ma fille, là, moi, je suis quelqu'un de très plate. Là. Et là, j'étais là en train de faire rire 700 personnes. Ma petite fille a dit « Papa est humoriste. » Elle n'avait aucune idée. Donc, pour eux, c'est surréel. Donc, je pense qu'eux autres, tout ce qu'ils veulent, c'est leur papa. Donc, peu importe ce que tu fais, que tu sois dentiste, architecte, si tu finis par trop te définir par ton métier, tes enfants, ben, tu les connaîtras pas, ils vont pas connaître leur père. Donc, pour eux, j'aimerais beaucoup plus que je sois celui qui joue avec eux, qui est disponible avec eux, puis qu'il les chatouille, et ainsi de suite. Donc, pour eux, c'est une notion qui est, même mon métier, faire des conférences, c'est quoi? C'est dur à décrire. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi les gens te rémunèrent pour ça? Donc, pour mes enfants, je suis quelqu'un qui fait des conférences, puis que j'écris des livres, et je suis bien cool sur Internet parce qu'il y a bien du monde qui me suivent. Mais à part de ça, ils n'attachent pas nécessairement un sens à tout ce que je fais pour l'instant. Alors, moi, je sais que dans la vie, quand je commence quelque chose et que je veux en faire une autre, on me dit « Oh là là, te disperse pas ». Or, toi, tu as plein de casquettes. Tu es coach, tu es conférencier, tu es le créateur de plusieurs académies.
Comment on fait? Est-ce que tu crois que c'est se disperser de faire plusieurs choses? Est-ce que c'est possible? Enfin, en l'occurrence, oui, mais quel conseil donnerais-tu? Oui, bien, ça a l'air être beaucoup, mais tout ça a été orchestré de façon très stratégique. Tout ça a été orchestré une grosse étape à la fois. Et ça fait longtemps que je fais ce que je fais. Donc maintenant, en fait, on va en parler en fin de semaine. C'est la façon dont on planifie notre année, la façon dont on planifie nos rêves. Il y a un sentiment d'urgence. On veut tout faire rapidement, tout. Mais moi, j'ai des trucs que je veux faire en 2019, des trucs que je veux faire deuxième trimestre en 2018. Ça ne veut pas dire que je suis un robot. Ça ne veut pas dire que tout est encadré et rigide dans ma vie. Par contre, ça me permet de dire, OK, présentement, sur quoi est-ce que je travaille? OK, c'est important pour mes employés, c'est important pour moi. On doit donner le meilleur de ça. Celui-là qui me semble tellement inspirant présentement, que je voudrais tellement mettre tout de suite. Ah, la vie m'a appris qu'on peut le faire en septembre, ce projet-là. On peut le faire en janvier 2018. Et d'avoir cette notion-là un peu plus à long terme de sa vision, de sa mission. T'sais, moi, je dis toujours, les gens sont très bons pour faire 1000 choses une fois plutôt que de faire une chose 1000 fois. Moi, dans cette notion-là, d'étendre un peu mon chemin, je me dis, bon, ben, ça, on pourrait le faire en 2019, ça va me permettre de faire une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Je développe ma compétence, je m'améliore. Donc, des fois, je fais que de petites choses, fréquemment, avec constance, pendant plusieurs mois. Et là, les gens, oh, Martin a sorti un autre programme. Oui, ça fait à peu près 1 an et demi, 2 ans que je travaille là-dessus. Donc, c'est cette notion-là un peu de plus planifier ma vie. Il y a des trucs que je planifie qui n'arrivent pas du tout aussi. Donc, pour moi, je pense que c'est pas s'éparpiller. C'est s'éparpiller si tu essaies de tout faire en même temps. Ouais. Par contre, si tu regardes, voici tout ce que je voudrais faire, maintenant, est-ce que je peux organiser cela? Est-ce que je peux classer cela et prioriser cela? Parce que c'est pas vrai qu'ils sont tous importants en même temps. À un moment donné, réussir dans un projet, ça a aussi à voir avec la canalisation d'énergie et de ressources. Donc, il faut que tu sois capable de dire, bon, mais ça, pour les 3 prochains mois, les 6 prochains mois, c'est ma grosse priorité. Et les autres trucs vont attendre. Parce que le plus que tu focalises sur un truc, le plus que tu vas le faire lever, tu vas lui donner un effet levier, tu vas lui donner ton attention, tu vas générer davantage d'opportunités. Donc, mais il fut une époque où j'attaquais tout de plein fouet, de plein front, et j'étais essoufflé, c'était vraiment difficile. Donc, à un moment donné, tu apprends, soit que tu apprends tes erreurs. Là, si tu continues à faire les mêmes erreurs, c'est plus une erreur, c'est un choix, comme le disait si bien Paulo Coelho. D'accord. Et du coup, comment tu fais aujourd'hui pour concilier ta vie personnelle et ta vie professionnelle, qui est très riche, d'un côté comme de l'autre? Ouais. Est-ce que tu as des astuces? Oui, c'est un calendrier. Ça s'appelle un calendrier. C'est aussi simple que ça. On ne pensait pas si très organisé comme ça. Hein? D'accord? Tu es très organisé. Je ne l'ai pas toujours été, mais je vais te donner un exemple. Si j'ai un repas, on avait une entrevue aujourd'hui. C'était à 16h. Ouais. J'étais là, OK? Oui. Donc, les gens vont mettre plein de trucs dans leur agenda, professionnel, des rencontres, tout est à leur agenda. La dernière chose qui est à l'agenda, c'est la famille. On ne met pas l'agenda de la famille. La famille, c'est quand il n'y a plus rien dans l'agenda, là, on va aller une vacance. Quand il n'y a plus rien dans l'agenda, là, on va jouer avec les enfants. Ça a l'air un peu stupide, ce que je veux dire, mais pour moi, comme moi, je fonctionne sur la base d'un outil que j'appelle la journée épique. Ça veut dire, tu te construis une journée épique, tu essaies de la faire le plus souvent possible. Une journée épique, c'est quoi? C'est où ce que tout est classé. Tu dis, aujourd'hui, je travaille là-dessus, là-dessus, là-dessus. Pour faire une journée spectaculaire, c'est que je sens que je m'accomplis, que je me rapproche de ma vision, de la meilleure version de qui je suis. Qu'est-ce que je dois faire dans une journée? Et pour moi, là-dedans, c'est prendre du temps pour ta famille. T'arrêter pour jouer avec tes enfants. T'arrêter pour connecter avec ta femme. Je sais que ça a l'air absurde. Les gens disent, rien. Moi, si ce n'est pas à l'agenda, je suis tellement passionné par ce que je fais, je suis tellement obsédé par ce que je fais, que si ce n'est pas écrit, j'en fais pas un système et un rituel, je peux être une semaine sans connecter avec ma femme, dans le sens de même émotionnel, de m'arrêter. Non. Donc, on dit les amateurs se fixent des objectifs, les professionnels ont des rituels. Tu sais, transforme un peu ce que tu veux devenir en rituel, en système, pas rigide. C'est juste, tu vas devenir la somme de tes journées. Ultimement, je crois qu'on va devenir la somme de nos journées. Les gens disent, en 2017, je vais accomplir cela. Le 31 décembre, je vais avoir accompli cela. OK, mais si on est lucide ici, là, pour accomplir cela, de quoi devront être meublées tes journées? Et le plus que tu réussis à meubler tes journées de ça, le plus que ça va arriver. Donc, pour moi, le meilleur outil que j'ai trouvé pour concilier travail-famille, c'est de mettre ma famille très souvent en priorité dans mon calendrier. Après, le reste est en place.
Donc, par exemple, dans mon calendrier, si on ouvrait mon téléphone ici, 2h30 à 5h30, famille. Pourquoi? 2h30, mes enfants reviennent de l'école et jusqu'à 5h au souper, on est en famille. Ça veut dire que Claudine, mon adjointe, ne book rien là. Elle ne réserve absolument rien là. Au mois de mars, la semaine de relâche, tout est planifié. On planifie aucun coaching, aucun appel, aucun rien. Si on a d'autres voyages que moi et ma femme, on veut faire, mettons-le à l'agenda. C'est sacré. Boum. Mais je pense qu'au quotidien, il y a moyen de venir le concilier. Et pour moi, c'est avec un outil comme j'appelle la journée épique. Organise ta journée de rêve. Et si dans ta journée de rêve, ta famille est là, ça veut dire qu'il faut que tu fasses un temps pour connecter avec ta famille. Sinon, il y aura toujours un appel plus important, il y aura toujours un courriel plus important. Et le risque avec ne pas planifier ces journées, c'est que la priorité des autres va se retrouver dans ton agenda, toi. Et là, finalement, une journée peut devenir une semaine, un mois, 6 mois. Tu ne fais plus grand-chose pour toi, tu fais tout pour les autres. En gros, choisir bien ses priorités à soi, d'abord. C'est du gros bon sens, exactement. C'est juste qu'on ne le fait pas. Alors, tu nous as offert beaucoup de valeur. J'aurais néanmoins une dernière question. Pour les personnes qui ont envie, comme ça, aujourd'hui, qui se disent « Mais moi, mon rêve, ça a toujours été d'être conférencier. » Ou n'importe quoi d'autre et qui se disent « Mais ça sort de nulle part. Comment je fais, moi, aujourd'hui, pour me réinventer avec le poids du passé ?» Par quoi on commence? Selon toi, c'est quoi la première étape, le premier conseil que tu donnerais? Bien, si tu as mentionné le poids du passé, moi je dirais tout simplement faire la paix avec le passé, dans le sens qu'on n'est pas notre passé. On n'a pas à être notre passé. Le sens que tu attaches à ton passé peut peut-être devenir un poids. Le sens que tu attaches à ton passé peut peut-être devenir très lourd et justifier pourquoi que tu ne te lances pas dans une nouvelle carrière pour te réinventer. Il faut vraiment faire attention à quoi est-ce qu'on s'attache, le sens que l'on accorde aux choses. Les nouvelles recherches en psychologie positive nous démontrent, hors de tout doute, que le sens qu'on attache aux événements, tant dans le futur, ça va créer beaucoup de stress, d'anxiété, mais c'est le sens qu'on y attache. Dans le présent, juste avant une rencontre, on peut avoir le cœur qui bosse parce que le sens qu'on attache, c'est comme, on a une vision déformée de ce qui va se passer, et c'est la même chose pour le passé. De faire la paix avec son passé, de faire la paix, de pardonner s'il faut pardonner, de s'excuser s'il faut s'excuser, de ne pas le personnaliser si on est en train de le personnaliser. Si on a eu des échecs, est-ce que tu crois que tu es cet échec-là? Si tu as eu un jugement, est-ce que tu crois que tu es ce jugement-là? Est-ce que tu crois que les mots blessants que des gens t'ont dit dans le passé vont définir tes possibilités? Non, rien de ça existe. Moi, je pense qu'il faut que tu te réaccordes la permission de dire, aujourd'hui, une nouvelle journée. Ça ne sera pas facile. Il n'y a rien qui va être facile. Il n'y a personne qui a dit que c'était facile. Par contre, je peux faire des progrès. Ça, je peux le faire. Moi, je demande jamais à mes étudiants d'obtenir tel type de succès. Par contre, carbure au progrès. Si tu es quelqu'un qui mesure tes progrès, que tu dis, hier, ça a moins bien été. Aujourd'hui, je peux-tu faire mieux? Et là, aujourd'hui, j'ai fait mieux qu'hier. Et on avance comme ça. Des fois, il y a des reculs, mais tant aussi longtemps qu'on est dans la mesure du progrès, qui on devient au niveau de nos compétences, notre aptitude, notre façon de gérer les échecs, pour moi, le conseil que je donnerais aux gens, c'est premièrement, t'es pas ton passé. T'es pas ton passé. Et si tu utilises cela, c'est dans le domaine de l'excuse et dans le domaine de rester confortable. Parce qu'en disant, oui, mais moi, tu sais pas ce qui s'est passé dans le passé, c'est pour ça que je fais pas ça. Okay. Ça, on appelle ça de la peur, on appelle ça de la justification. C'est beaucoup plus confortable de rester dans cette douleur-là que de se confronter pour dire, je réinvente ma vie. C'est peut-être dur à entendre, mais c'est vrai. On peut le tourner comme on veut. On parlait d'être suiveur à mon adolescence. On pourrait passer le reste de l'entrevue, un autre 3 heures, à citer des exemples de des gens qui ont eu un passé là, beaucoup plus pire que million de personnes qui se disent « Oui, mais moi, mon père m'a dit tel truc, ma mère, mon père m'a fait tel truc. » Des abus, n'importe quoi, des décès, des gens qui se sont propulsés d'une façon spectaculaire avec la résilience. Les premiers écrits à cet effet-là, en fait, le docteur Viktor Frankl qui a écrit In Search of Meaning, qui a été dans un camp de concentration 4 fois, de 1942 à 1944. Ça a été le premier à écrire sur la notion de la meilleure façon de gérer sa souffrance, c'est de lui attacher un sens. Et ça aussi, c'est pas facile à entendre. Si tu as perdu un enfant, si tu as eu un décès, attacher un sens à une souffrance, wow! Et pourtant, toutes les notions, des décennies plus tard. Ce livre-là a été écrit en 1942
et et ça, c'était une philosophie à cette époque-là, d'un gars qui avait survécu des camps de concentration, et lui disait, moi, c'est d'avoir attaché un sens qui m'a gardé en vie. Oui. Et là, des décennies plus tard, la psychologie positive nous dit, faites attention au scénario que vous attachez, au sens que vous attachez aux événements que vous vivez. C'est incroyable, mais là, maintenant, c'est prouvé scientifiquement. Donc, faites attention au sens que vous attachez à votre passé et accordez-vous la permission de vous réinventer, peu importe ce que c'est. Mot de la fin, est-ce que tu as un rêve aujourd'hui? Mon rêve, c'est de continuer de vivre la vie que je vis. Vraiment, je me sens tellement privilégié que des fois, j'aimerais appuyer sur pause, que le temps s'arrête, parce que dans notre organisation, il y a énormément d'abondance, on travaille, nos clients sont tellement positifs, sont tellement reconnaissants. Dans mon organisation, on appelle souvent ça la famille de l'Académie du Roulmette, la famille de la meilleure année de votre vie, parce qu'on a vraiment l'impression qu'on a une famille, on a des liens de proximité avec nos clients, nos clientes, et tout ça, c'est mon emploi, là. C'est un truc de fou. Donc, pour moi, c'est vraiment de ne pas oublier d'où je viens et de continuer à travailler fort avec passion pour peut-être garder le même genre de vie. C'est tout un privilège. Donc, ça peut paraître ne pas être un gros rêve, mais c'est un gros rêve parce que j'ai l'impression de vivre mon rêve déjà. C'est magnifique. Ben, écoute, je voudrais t'embrasser. Merci beaucoup. Merci Marie-France. Merci infiniment de ce moment. Merci à vous d'avoir été là. Bien évidemment, pour plus d'inspiration, je vous invite à rejoindre la chaîne YouTube de Martin Latulippe. Il y a des centaines de vidéos inspirantes. On se retrouve également sur womanontour.com. Merci d'avoir été là. Merci infiniment, Martin. Namaste. Namaste. À très bientôt. Namaste. Au revoir tout le monde. Au revoir. Bye. It's a great day.